Bonjour Nicolas, Bonjour. merci de nous retrouver ici à Montréal, dans cette magnifique île du Pacifique. Ouais. Il se trouve que nous avons fait ta connaissance par l'intermédiaire de ton épouse, ta magnifique épouse Anna, avec qui nous travaillons depuis des années et avec qui nous savons que tu as fait 5 merveilleux enfants. C'est ça. Et c'est sur cette expérience qu'on aimerait avoir ton feedback, comment ça s'est passé, etc. Ok, très Alors bien. si tu veux bien te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie, etc., ce Et que tu as à nous dire sur toi-même. je m'appelle Nicolas, comme tu l'as dit, et avec ma femme Anna, on a 5 enfants qui vont de 17 ans à 2 ans. Je suis régisseur vidéo dans le domaine du spectacle vivant et je suis aussi magnétiseur depuis une vingtaine d'années. Et voilà, donc je soigne des gens et je m'occupe de mes enfants, c'est mes activités principales en fait. 5 enfants, j'imagine que c'est une activité Oui, principale. oui, ça prend du temps pour moi et ma compagne, donc c'est toute une organisation pour que ça puisse être harmonieux et qu'on puisse avoir du temps avec eux aussi. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de la façon dont tu as vécu la transition entre d'être un jeune homme amoureux Ouais. et d'un seul coup, enfin d'un seul coup, ça fera un petit moment, mais on est père. Comment ça s'est Oui. passé cette transition? Est-ce que tu étais préparé comment tu as découvert ce nouveau métier, si j'ose dire? Alors, je n'étais pas du tout préparé, mais j'étais très enthousiaste. Ça n'a pas été vite, mais si, ça a été vite parce qu'en fait, j'ai appris que ma femme était enceinte 3 mois après notre rencontre. En effet, Donc, ça a été ouais, c'était rapide. ça a été une histoire d'amour très condensée, hein, Ouais, 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 où tout de suite on a validé le fait qu'on serait ensemble et qu'on allait élever des enfants ensemble. Parce que voilà, l'enfant arrivait. Donc c'était tout de suite, je valide ou je valide pas le fait que je m'engage. Et donc la question s'est même pas posée vraiment, c'était juste, ah, on va avoir un enfant, c'est génial, bah allons-y. Mais devenir père, ça s'est passé au moment où j'ai vu l'enfant vraiment, je pense. Avant ça, c'est juste une idée, ouais. c'est un concept que je vais être responsable, un peu plus responsable. euh, C'est-à-dire qu'avant, pour moi, j'étais responsable de moi, et d'un seul coup, je deviens responsable de quelqu'un d'autre. Qui est peut-être à mes yeux même plus important que moi. Ce que j'ai remarqué surtout, c'est que avant d'être un père, j'étais quelqu'un d'assez égoïste, égocentré. Et à partir du moment où j'ai eu un enfant, l'ego s'est un peu dissous pour accorder de l'importance à quelqu'un d'autre, quoi. Et avec 5 enfants, du coup, ça s'est de plus en plus dissous. Ouais. Et pour, euh, pour perdre mon importance personnelle, on va dire, au fur et à mesure. Mais le métier de père s'est fait vraiment petit à petit, par des réalisations au fur et à mesure des rencontres avec les enfants, quoi. C'est ça. En fait, c'est quelque chose que tu as appris sur le tas, si j'ose dire. Oui, c'est ça. Oui. Il n'y avait pas spécialement dans ta famille de personnes qui t'ont donné des conseils Non, ou pas du quoi que tout. ce soit. La Pas du tout. société, on n'en parle même pas. Non. Euh, Il y a eu des tentatives, parce qu'avec Anna, on était quand même curieux tout était nouveau. Donc on ne savait pas dans quelle direction aller. Moi, j'avais proposé, tiens, si on accouchait à la maison et en même temps on habitait dans un immeuble, on ne savait pas du tout si c'était possible, légal ou quoi. Donc, par sentiment de sécurité, on s'est rabattu sur ce qui est connu. bien sûr. Et donc, ça a été, pour les 2 premiers enfants, en tout cas, ça a été l'hôpital, quoi, hein, la maternité, avec des cours de préparation à la naissance euh, assez succincts et pas plus profond que ça, quoi. Enfin, ce à quoi tout le monde a accès, en fait, quelque part. Mais en fait, ça suffit pas, quoi. Ça suffit Et, pas. et dis-moi, comment ton regard sur ton épouse a changé quand elle est devenue enceinte, qu'elle attendait cet enfant, et puis après, quand cet enfant est né, qu'il a pris encore plus de place dans sa vie à elle aussi, Ouais. comment est-ce que ça a évolué ta vision de ton épouse à ce moment-là? Et Et- votre relation même, si je peux m'exprimer oui, ainsi. en fait, avant, on était un couple. Nouveau en fait en plus. Donc c'était une belle jeune femme pour moi. Bien sûr. Et puis ensuite, on est devenu des partenaires avec un projet. Et, euh, et c'est devenu un être encore plus beau,
j'ai envie de dire, parce qu'elle portait la vie, parce qu'elle elle avait un amour que je connaissais pas pour quelqu'un, et que j'arrivais pas à imaginer en fait, euh, et qui restait encore mystérieux, je pense, pour plein d'hommes, de se dire tiens, ma femme est en train d'aimer quelqu'un plus fort que moi, donc je deviens le numéro 3 on va dire, 3, 4, selon le nombre d'enfants. Le père perd de son importance aux yeux de la femme, quoi. Et la femme devient mère. Et la femme devient mère, et du coup, c'est plus. Enfin, elle devient mère, en plus d'être une femme, mais pendant un temps, il y a un moment où elle n'est que mère, presque. Et il y a une désorientation en tant qu'homme à ce moment-là. En tout cas, la première et même la deuxième fois, de se dire, bah, c'est plus ma femme, en fait, c'est une maman, et je suis qui, moi, là-dedans? Donc, il y a un moment où, en tant que papa, On on se a du cherche un mal, peu. voilà, on a du mal à se positionner dans cette histoire, quoi. Et alors, comment est-ce que ça a évolué justement après, puisqu'il y a eu 5 fois quand même, hein, Ouais. 5 enfants, comment est-ce que ton approche a évolué avec le temps? Une fois qu'on est un père rodé, j'imagine qu'on voit arriver le numéro 5 d'une façon un peu différente. Oui, oui, complètement, hein. Je sais que mon premier enfant, j'étais plein de tensions sur qu'est-ce qu'il fallait faire, quel était mon rôle dans cette histoire, Mm. est-ce que j'allais réussir à subvenir aux besoins, je pensais au futur et tout ça. Arrivé au cinquième, non, hein, je sais comment ça se passe, même si la vie est pleine de mystères et pleine de surprises, bon, il y a un abandon sur ce qui va se passer qui est beaucoup plus grand, quoi. Et sur le regard que je porte sur ma femme, je la vois de plus en plus comme, euh, c'est pas forcément le meilleur mot, mais comme une guerrière, quoi. Quelqu'un qui est capable d'accomplir tout ça et qui est capable d'accomplir énormément de choses. Et que moi, mon rôle dans cette histoire, c'est juste de lui permettre de faire ce qu'elle a à faire. Facilitateur en Ouais, quelque sorte. voilà, c'est Ouais. ça. C'est ça. D'être là pour donner un environnement et un cadre le plus facilitant pour elle, de manière à ce qu'elle puisse mettre au monde un enfant et l'élever comme elle le sent, quoi. Parce que je pense pas, enfin en tout cas j'ai pas le sentiment d'avoir moins l'intuition de comment ça devrait se passer, Ouais. mais plutôt que elle le sait et que moi je dois l'accompagner. Sauf, je l'ai observé aussi pendant les accouchements quand même, quand ça devient difficile, c'est à moi d'apporter le sentiment de non, je sais que ça va bien se passer, t'inquiète pas. Si à un moment la femme perd pied, quoi, en fait. Justement, comment tu trouves en toi cette énergie à ce moment-là? Parce qu'il y a des pères qui paniquent dans, dans- Ouais. dans ces moments inconnus d'un accouchement ou qui peut parfois être extrêmement intense. Euh, et tu as trouvé cette force en toi d'être celui qui est là, qui accompagne, sur qui elle peut compter en fait, dans ces moments. Et ben, il y a plus, il y a, voyez, je dirais il y a deux choses. Il y a l'éducation, c'est-à-dire qu'avec ma femme, on s'est formé, on a lu, en tout cas elle a lu et elle m'a expliqué sur tout Ouais, ça. ouais, Et puis une espèce de foi aussi dans euh, dans l'aspect naturel des choses et que la vie a mis les choses en place pour que ça se passe bien. mhm, C'est pas fait pour mal se passer. Ce ouais, qui a l'air d'être le point de vue de l'hôpital, c'est fait pour mal se passer, donc on va tout faire pour que ça se passe bien. Alors pour que c'est compenser. plutôt l'inverse pour moi, enfin ce que j'ai pu observer, c'est fait pour bien se passer et on doit juste faciliter le fait que ça continue à être bien, quoi. Donc c'était plutôt ça, c'était plutôt un sentiment de confiance dans le processus de la vie. Mm, Et en même temps, ce processus de confiance vient du fait que on a lu ou on a entendu des choses ouais. qui promettent cette possibilité d'un accouchement facile, voire extatique, voire merveilleux. Donc à partir de enfant numéro 3, vous avez changé de politique, si j'ose C'est dire, ça. Ouais. et En vous fait, avez... on a rencontré un peu le pire pour les deux premiers accouchements, D'accord. c'est-à-dire forceps, des accouchements qui ont duré des heures et des heures avec beaucoup de difficultés, des produits chimiques qui rentraient en jeu, et puis l'enfant éloigné de la mère pendant les nuits à l'hôpital. Donc c'était pas des accouchements du tout confortables, Ça laisse, desquels on garde un bon souvenir et qu'on raconte facilement à ses copines parce que ça s'était bien passé, quoi. Euh, donc pour Anna, il y a eu une espèce de rejet de ce qui s'était passé à l'hôpital, mm, ce qui fait qu'on s'est particulièrement intéressé du coup
à la possibilité d'un accouchement qui soit très positif, confortable, agréable, naturel, voire même on a découvert aussi que ça pouvait être extatique, quoi. Ça s'est fait, c'est-à-dire que voilà, elle a appris l'hypnonaissance. Et ce troisième accouchement qui a eu lieu à la maison était vraiment assez extraordinaire, le quatrième encore plus, le cinquième était formidable aussi. Et ça, c'est vraiment grâce au fait que ma femme se soit formée, qu'elle se soit renseignée, qu'elle ait travaillé sur elle aussi, sur ses peurs, sur ses schémas un peu ancestraux, sur les blocages qu'elle pouvait avoir. Et ça, je pense que c'est que en lisant, en s'informant, en écoutant, en questionnant, et aussi en allant à la redécouverte de son intuition profonde, qu'on peut réautoriser cette fluidité dans sa vie, quoi. Et puis j'imagine que de la part de vous deux, après 4 expériences d'abord difficiles, mais ensuite de plus en plus positives, Oui, ça devient après quelque chose de, comme tu disais tout à l'heure, on attend quelque chose de merveilleux. Et c'est ça qui se produit. oui, En fait, oui, c'est oui, comme oui. ça que ça s'est arrivé. C'est un peu ça. Et dis-moi, avec le temps, justement, donc on a parlé tout à l'heure, j'ai presque envie de dire de la surprise du premier enfant, euh, toute cette période à laquelle, comme tu le sais, nous nous intéressons beaucoup, la période qui va de la conception euh, à la naissance, euh, comment est-ce que votre vision de cette période-là, et j'ai envie de dire vos actions à ce moment-là, comment est-ce qu'elles ont évolué entre enfant numéro un et numéro 5? Eh ben, disons qu'on a abordé l'idée de créer un enfant de façon beaucoup plus consciente. Euh, Conscient des peurs notamment, pour les traiter, en fait, tout simplement. Euh, Parce que enfin, avec Anna, enfin, je vais parler de moi, je ne vais pas dire qu'est-ce qu'elle pense, mais Oui, pour moi, en fait, en tant que père, c'est qu'est-ce qui pourrait empêcher que ça se passe bien, quand même. J'observe que j'ai quand même ce réflexe quand ma femme propose un projet un peu fou, comme par exemple avoir un autre enfant. euh, je mets d'abord le haut là en disant bon, qu'est-ce qui va faire que ça pourrait être un problème. oui, bien sûr. Et donc à moi de regarder comment je peux abattre ces murs-là de manière à accompagner ce projet-là et de me questionner sur pourquoi j'ai envie et pourquoi j'ai pas envie aussi, quoi. Donc il y a aussi une remise en question du projet lui-même. Oui, bien sûr. Euh, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je ne sais Mais, plus. et justement, ben, le projet qui se développe en fait depuis le moment de la conception pendant ces 9 mois, et puis la naissance, euh, est-ce qu'avec le temps, tu es devenu de plus en plus conscient de l'existence d'un être vivant, conscient, réfléchi même, Hmm. dans le ventre de ton épouse, ou est-ce que c'est quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure, où bon, ben moi je prends conscience de leur existence presque Oui, quand ils sont nés, en fait, quand oui, ils oui, sont oui. sortis. Ben, en fait, j'ai eu beaucoup plus de considération sur l'existence des premiers Mhm, parce que c'était très nouveau. oui, Donc du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on a fait de l'autonomie, tout était nouveau, tout était miraculeux. La possibilité de communiquer avec un enfant dans le ventre, tout ça, c'était très nouveau. Et alors qu'avec les troisième, quatrième et cinquième, c'était devenu quelque chose de totalement normal. Donc il y avait moins d'énergie sur la considération de cet être qui est là, mais c'était juste naturel que l'enfant euh, soit déjà existant, oui. soit déjà pas, comment dire, il faisait déjà partie de la famille pendant qu'il était dans le ventre. Donc il t'arrivait de parler à Oui, tes enfants à oui, oui, naître, oui, de même, tu parlais d'autonomie, oui, de caresser, c'est de... ça. Tout ça était devenu tout à fait normal. C'était moins toute une histoire d'avoir un enfant. C'était devenu normal. Tiens, ma femme est enceinte. Voilà, je n'irai pas jusque-là, mais au quotidien, c'est pas que ça avait perdu de son merveilleux, mais ça avait perdu de son extraordinaire. C'est ça. Et du coup, les peurs aussi, ça avait diminué. Voilà, c'est ça, Euh, tout à fait. et la participation, j'ai envie de dire, consciente de l'enfant au travail de ses parents, même in utero. Est-ce Oui. que c'est quelque chose auquel tu t'es intéressé?
Ben, c'est quelque chose qui est venu carrément à moi en fait. C'est-à-dire que pour notre quatrième, Mehama qui est juste là, Ouais. à la base je voulais pas de quatrième enfant. Je trouvais que trois c'était déjà très bien. Et en fait, moi j'étais plein de peurs, plein d'appréhensions sur l'idée d'avoir un quatrième enfant, mais surtout des peurs financières, hein, sur Oui, comment on oui, allait oui. faire, et puis par rapport au temps libre, etc., etc. Et puis aussi par rapport au regard de la société, hein, un quatrième enfant, enfin déjà trois enfants c'est déjà pas mal en France, quatre enfants ça devient un peu fou, et cinq c'est encore... Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Mehama, donc ma fille, m'est apparue en rêve, tout simplement. Mm. Elle m'est apparue comme une grande lumière. Et en fait, dans le rêve, exactement, une femme me dit, je vais te présenter ta fille. Et elle se retourne et puis elle montre comme ça une grande lumière qui jaillit vers moi. Et j'ai un sentiment extraordinaire de reconnaissance. Comme si je retrouvais quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. Ce qui est sans doute le cas en fait. Mais c'était vraiment une reconnexion avec une âme, d'âme à âme. Des retrouvailles très très fortes. Ensuite, mes peurs se sont élevées et il y a eu un grand jaillissement d'amour de la part de ma fille qui a tout balayé Oh, bien. dans ce rêve lucide, j'ai envie de dire. Et je suis juste baigné dans cet amour le reste du rêve, quoi. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, je suis OK pour qu'on ait un enfant. Et en fait, elle était enceinte depuis 2 jours. Tu ne le Mais on ne le savais pas, savait mais pas. On ne le savait pas. d'accord. On a découvert quelques jours après qu'elle était enceinte. Euh, voilà, 2-3 jours, depuis 2-3 jours, quoi. Donc vraiment une magnifique histoire. Oui, et puis je pense que l'enfant, tu sais, tu parlais de la participation de l'enfant in utero. Je pense que l'âme, on va dire, de l'enfant ne voulait pas venir sans l'accord des deux parents et avec toutes ses peurs. Donc elle est venue, elle m'a regardé, elle a fait le nettoyage. Puis elle dit c'est bon, papa et maman sont prêts tous les deux maintenant. Maintenant, Elle j'arrive. a créé son contexte, quoi. Et j'ai l'impression que tous les enfants font ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois à chaque fois que ma femme a été enceinte, il y a plein de sujets qui s'amenaient dans notre vie, sur lesquels on devait évoluer. Ouais. Et j'ai l'impression que l'enfant attendait que tous ces points-là évoluent avant d'arriver. Comme s'il y avait une urgence. J'arrive, mais ça et ça doit être réglé. Oui, c'est ça, c'est Mm. ça, c'est ça. C'est presque je passe ma commande Oui, euh, c'est ça. avant de m'incarner. Oui, c'est ça. C'est magnifique quand même. Oui, non, Ça, je trouve que c'est c'est... extraordinaire. Et alors, avec le temps, justement, et avec toute cette expérience de ces 5 enfants, euh, est-ce que tu as pu noter une sorte de lien, puisque l'aîné a 17 ans, je crois, j'ai compris Oui. comprendre maintenant, un lien entre ce que vous tous les deux, et tout particulièrement Anna, avez vécu pendant qu'elle était enceinte, et ce qui semble s'être développé ensuite chez l'enfant. Est-ce que tu comprends ma question? Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que selon qui on était pendant la grossesse, Oui. selon les activités qu'a fait Anna pendant qu'elle était enceinte, Les états émotionnels aussi, oui, etc. c'est ça, les états émotionnels, les plats qu'elle a aimés, les activités qui se sont révélées à elle pendant ce temps-là. Bon, puis il y a eu certaines grossesses où elle a beaucoup médité, des grossesses où elle a fait du yoga, des grossesses où elle a découvert certaines choses. Et en fait, l'enfant, on le reconnaît ensuite que l'enfant est teinté par tout ce que Anna a vécu pendant sa grossesse, quoi. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est Anna qui s'est euh, découvert quelque chose pendant la grossesse ou si c'est l'enfant qui est venu l'amener, Qui influence. qui a dit Anna, il faut méditer, ou Anna, ce serait bien que tu fasses du yoga, ou Anna, ce serait bien que tu t'intéresses à tel type de musique à ce moment-là, parce que moi j'adore la musique. Donc voilà, est-ce que c'est l'enfant qui vient amener ça, ou est-ce que c'est la mère qui vient amener, ou les deux, tout simplement, c'est une rencontre, hein. Ces âmes, quand elles se joignent, bah, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, quoi. Donc je pense que c'est un peu de cet ordre-là. Ouais. Et c'est magnifique. Et tout particulièrement les états de stress éventuel ou Mm. de peur justement au début quand on est dans l'inconnu. Euh, est-ce que tu peux remarquer qu'au fur et à mesure que vous deveniez de plus en plus tranquille quelque part sur Oui. la nature qui se développait comme ça, que quelque chose changeait qui était ensuite notable dans l'enfant. C'est-à-dire, pour résumer brièvement, grossesse avec
plus de stress égale peut-être plus de stress chez l'enfant. Est-ce qu'il y a un lien comme ça que vous avez pu remarquer? Oui, oui, comme le premier accouchement, comme je te disais, c'était bon, il y avait des peurs, évidemment, c'était le premier, les forceps et compagnie. On a passé beaucoup de temps avec cet enfant à gérer des émotions. C'est-à-dire on a dû apprendre l'écoute des pleurs, on a dû aller voir des ostéopathes, c'est un enfant qu'on a dû beaucoup écouter, qu'on a dû beaucoup accompagner, qui avait du mal avec les transitions pour passer d'un endroit à un autre. Et je voyais vraiment comme un reflet de passer du ventre au monde extérieur. Ben voilà, comme c'était un moment qui avait été difficile, c'était évident dans sa vie d'après, quand on devait le laisser à l'école, le passage était difficile, et quand on devait le récupérer à l'école, c'était aussi des moments difficiles. Donc tous les passages étaient difficiles en fait. Et je le vois encore aujourd'hui, même malgré tout le travail qu'on a fait avec lui, je vois que dès qu'il y a du changement, c'est plus difficile pour lui que pour les autres, par exemple. Oui, d'accord, d'accord. Ça c'est passionnant. Ce Ouais. qui n'enlève rien, évidemment, à la merveille qu'est cet enfant, Bien sûr, oui, oui. cet adolescent. Donc, en fait, quelque part, tous les deux, vous confirmez cette idée que, bien sûr, euh, les parents, et tout particulièrement la maman, semblent avoir un pouvoir assez extraordinaire, en fait, quelque part, Ouais. pour faciliter la transition de cet enfant dans la vie physique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un pouvoir plus, parce que on pourrait dire une responsabilité, mais je pense que ça pourrait faire peur. Parce que j'ai l'impression que si on dit à une femme, voilà, ton enfant, en tout cas j'ai déjà entendu, hein, quand on dit à une femme si voilà, tes émotions impactent l'enfant, bah, tout de suite la femme a peur en fait de faire du mal à son Oui, enfant. oui. Et on a l'effet inverse. Euh, donc l'idée vraiment plutôt de dire qu'on a un pouvoir, je pense que c'est vraiment une bonne idée, que la mère peut euh, créer l'environnement qu'elle désire de manière à le donner à l'enfant, quoi. Mais c'est vrai qu'on observe souvent que pour nous-mêmes, on ne ferait pas les choses, mais pour notre enfant, on le ferait. Il est Et capable ce de le qui est faire. un petit peu dommage. L'idée, ce serait de le faire pour nous, même si on n'a pas d'enfant dans le ventre. Mais voilà, C'est un encouragement à le faire encore mieux pour c'est cet ça. homme qui est là. Surtout sur cette période-là, c'est vraiment important, quoi. Mm. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots, justement, puisque tu m'as dit que euh, tu es quelqu'un qui, quand même, travaille au niveau énergétique, donc certainement très sensible aux ressentis des personnes, qui les aide c'est avec tes mains, j'imagine, si tu es Oui, c'est ça. magnétiseur. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose ces connaissances que tu as, cette pratique, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé euh, dans ton rôle de père, et peut-être qu'il continue encore aujourd'hui de t'aider avec tes enfants? Tu veux dire le fait d'être maîtriseur de mon rôle de père? Oui, c'est ça, exactement. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, complètement, hein, parce que bah, déjà, je soigne les bobos de la famille. Ouais. Et puis, bah, avant même qu'ils découvrent des fois eux-mêmes qu'ils se sentent pas bien, bah, je peux leur dire. Et ça développe un peu une meilleure écoute d'eux-mêmes aussi. Et puis ils se sentent ressentis. C'est-à-dire que, par exemple, là, mes adolescents, c'est un âge où la communication est un peu plus compliquée. Mais des fois, je leur dis, je ressens bien ce qui se passe, ou je sais ce qui est en train de se passer pour toi en ce moment. Et du coup, ils sont là, mais papa, arrête. Parce qu'ils se sentent un peu observés aussi. Pas espionnés, Connu peut-être. mais ils se sentent un peu plus connus. Ouais, c'est ça. Là où en fait, ils aimeraient bien être connus sans le dire. Donc Ouais. ils se sentent espionnés dans un sens, mais en fait, ils sont contents d'être vus dans leur problématique du moment, quoi. Ça, c'est sûr. Je joue avec ça, hein. Des fois je ressens pas autant que je leur dis, mais des fois je joue à ressentir beaucoup, et du coup ils osent me dire plus de choses en pensant que je le sais déjà. donc, Oui, c'est ça. donc je joue un peu À à... quoi bon cacher si le père est transparent? Oui, Si ouais, on est transparent oui, plutôt. c'est ça. Oui, oui. Donc des fois, quand il rentre à l'école, je dis Maiko, je sais. Il fait quoi? Quoi? Je sais, je sais. Puis du coup, elle vient me raconter des choses. Mais en fait, je savais rien. Ouais. Alors, visiblement une expérience magnifique qui s'est répétée 5 fois. Mm. Et j'imagine que dans le monde où on vit aujourd'hui, qui des fois c'est vrai que ça ne fait pas toujours très très envie, beaucoup de gens même hésitent à avoir des enfants. Ouais. Euh,
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune couple et tout particulièrement à un futur père qui se cherche dans ce domaine-là pour l'encourager ou pour lui faciliter la tâche? Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces jeunes hommes qui sont devant ce potentiel extraordinaire d'être un père, en fait? Qui hésiterait à avoir un enfant, tu veux dire? Qui hésiteraient, qui se poseraient la question, ou même qui se Hmm. prépareraient à avoir un enfant, pourquoi pas? Ouais. Bon, en tout cas, j'ai déjà entendu ce discours de père, enfin même de mère, qui disait je veux pas amener un enfant sur cette terre-là, par rapport à l'état dans lequel il est, et qui presque me reprochait d'avoir 5 enfants, en passant. Et bon, ma réponse était que, en fait, on peut aussi apporter quelque chose d'extraordinaire à ce monde, qui pourrait l'améliorer, en fait. On n'est pas obligé d'apporter une bouche de plus à nourrir. On peut apporter un cœur de plus à partager. C'est juste une question de point de vue, quoi. Donc, il y a aussi cette peur écologique hein, que je vois chez certaines personnes, mais à nouveau, moi, je dis non, en fait, on peut apporter des êtres superbes sur Terre et les rajouter à la liste de toutes les personnes superbes qui existent déjà. J'ai pas du tout, pour moi, un regard négatif sur ce qui se passe, quoi. Évidemment, ce qui est négatif fait beaucoup de bruit, mais j'ai un regard très positif sur la vie. Donc c'est un message d'optimisme que tu leur donnes, Oui, en fait. vraiment, je dirais au père, s'il y a de l'amour, suivez ce fil-là, quoi. Ouais. Évidemment, quand on suit l'amour, il y a toutes les peurs qui jaillissent, mais comme je disais pour les grossesses et les peurs qui peuvent se manifester, quand on a un projet d'amour, il y a les obstacles qui se présentent, mais pour moi, c'est pas des obstacles, c'est comme une formation. C'est-à-dire, je dois dépasser ça pour arriver à vivre cet amour-là, quoi. C'est-à-dire que si je ne traverse pas ces étapes-là, eh ben, en fait, je ne vais pas être mûr pour accueillir ce qui va arriver. Donc, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être dans le doute. C'est inévitable pour moi. Hein. Y a pas... Mais voilà, il faut traverser tout ça. Et ça se fait. Voilà. J'en veux juste de dire que ça se fait, en fait. Ça se fait depuis très longtemps. Donc, Et visiblement, enfin, je t'entends presque me dire que quand l'amour est là vers cet enfant qui est là, presque les peurs semblent, beaucoup de peurs en tout cas, semblent être dissoutes. oui. Elles, Oui, oui, oui. elles Oui. sont effacées par cet amour. C'est ça, mais en fait, l'idée, c'est de ne pas lâcher l'amour, quoi. C'est-à-dire que souvent, la première intuition d'un couple qui veut avoir un enfant, c'est ah, on s'aime, on veut avoir un fruit avec cet amour-là. Et puis tout de suite, on peut se sentir envahi de négativité, de peur, de doute. Mais en fait, il faut vraiment voir l'amour comme un phare dans la nuit, quoi. Hein. Si on l'a vu à un moment, on s'y accroche et puis on le tient jusqu'au bout, quoi. Et voilà, faut juste réussir à ne pas le lâcher, quoi. Passionnant. Et je parlais il n'y a pas longtemps c'était un collègue d'ailleurs, qui voyait le fait de devenir père comme pratiquement un enfermement, la fin de l'aventure, la fin du sport, de la liberté. Donc il voyait cette possibilité d'être père comme le sacrifice total de celui qui dévorait la vie à celui qui devient presque un fonctionnaire des Ouais, couches-culottes, si j'ose dire. ouais, ouais. Qu'est-ce que Ouais. tu voudrais lui répondre à cet ami? Et ben que, effectivement, ça demande un peu de patience au départ. Il y a, il y a un retrait de soi par rapport à la vie connue, c'est sûr. Je parlais aussi de dissolution un peu de l'ego au départ, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait pour soi, eh ben, on va le faire un peu moins. Mhm. On va être un peu plus dans le don. Ça, c'est une évidence. Euh, mais si on ne le sait pas, c'est vrai que pendant cette période-là, on peut le voir comme un sacrifice, on peut le voir comme une punition, on peut le voir de plein de façons différentes, Oui, c'est ça. mais ça dépend que de soi, hein, de comment on le regarde, quoi. Mais c'est vrai que si on n'est pas au courant euh, de cette phase-là où bah, il faut se retirer un peu, et ben ça peut être vécu difficilement. Mais je pense que l'information peut tout changer, quoi. Et tout simplement un changement de perspective, quoi. C'est ça. Et Moi, j'ai eu l'impression, dans ce cas très précis,
que la vision qu'il en avait avant la concrétisation Hmm. de ce projet était beaucoup plus difficile en fait et négative que la réalité qu'il a vécue par la suite. En fait. Ouais. La réalisation d'être père, oui, ça a changé, oui, il ne le cache pas, mais quelque part, moi je le vois comme un père magnifique maintenant et c'est très Hmm. agréable à voir. Mais c'est vrai que, comme on disait au début, c'est- ma femme n'était plus la jeune femme, elle était une mère. Et effectivement aussi en tant qu'homme, on n'est plus juste un jeune homme, une espèce d'adolescent qui a un âge adulte. Mais il y a ce chavirement qui fait qu'on devient de plus en plus un homme adulte, entre guillemets un vrai homme adulte, quoi. Moi j'ai l'impression que c'est que maintenant à la quarantaine que je suis un homme, quoi. Oui, oui, oui. Oui. Et il m'a fallu 5 enfants pour me considérer comme un adulte. C'est une progression en Oui, fait. c'est une Hein. progression. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Comme me disait un jour une américaine, elle me disait il suffit d'un garçon pour faire un enfant, Hmm. mais pour l'élever, il faut un homme. Ouais, c'est ça. Et j'avais beaucoup aimé ça. Ouais, Ça m'avait ouais. beaucoup plu. Ouais. Julie, est-ce que tu voudrais poser une question à Nicolas? Partager. Peut-être juste quelque chose sur tes origines Oui, d'ici, de Polynésie française. oui. Si ça a joué un rôle dans Oui, je pense effectivement, comme je suis demi-polynésien, j'avais entendu ces histoires de comment on accouchait avant. À savoir, ma mère me racontait que dans l'ancien temps, parce que pas de sa génération, parce que les hommes blancs chrétiens étaient déjà venus en éradiquant un peu la connaissance qui était déjà, voilà, qui était déjà là, la sagesse ancestrale. Bien qu'il y avait aussi des comportements très déviants hein, aussi à l'époque. Mais en tout cas, l'idée à l'époque, c'était que quand la femme était enceinte, elle partait toute seule euh, dans la forêt et elle revenait avec un enfant. Elle savait, euh, elle savait comment faire, quoi. Et c'était pas. Parce qu'on pourrait s'attendre à ça, enfin, moi je m'attendais à ça, à ce que ce soit entre femmes, qu'il se passe quelque chose, comme on pourrait l'imaginer dans d'autres cultes, tribus. En fait, non, là, il me disait non, la femme partait dans la forêt, s'il y avait un point d'eau, c'était mieux, et elle revenait avec un enfant, quoi. Elle se tenait une branche, elle accouchait debout, et en rattrapant son enfant comme elle pouvait, mais c'était naturel, quoi. Ça se faisait naturellement, quoi. Et, euh, et c'est vrai que cette idée-là, d'avoir derrière moi des gens qui faisaient ça de façon naturelle, fait que j'avais pas spécialement de peur autour de l'accouchement. Hmm. C'est ce qui fait que quand ma femme a été enceinte, j'ai proposé de but en blanc, tiens, si on accouchait à la maison. Oui, c'est ça. Et Anna n'était pas du tout prête à ça à ce moment-là, même si c'est elle ensuite qui est revenue avec cette idée-là en disant, ben là, j'ai envie que ça se passe comme ça. Et moi, je l'avais balancé de façon très naïve, tiens, on pourrait faire ça comme ça, quoi. Et je vois là, comme je reviens des Marquises, que c'est quand même très orienté santé euh, classique, quoi. Dans le système. C'est très dans le système. Ouais. J'ai pas rencontré, après je connais absolument pas tout le monde évidemment, mais j'ai pas rencontré de gens qui ont accouché dans l'eau ou chez eux. Quand on accouche chez soi, c'est par accident, quoi, Oui, quelque c'est ça. part. L'endroit jugé sécure, c'est l'hôpital. Encore aujourd'hui, quoi, un peu Pour comme beaucoup de gens, oui. ouais, pour beaucoup de gens. Tout comme en Alors, France métropolitaine. oui, c'est ça. Alors que je trouve que le contexte de la nature donne un environnement euh, qui me semble tellement apaisant pour pouvoir le faire. Il y a une vraie douceur dans l'énergie ici qui fait que j'ai l'impression que ça pourrait glisser en fait. Mm. Et donc, pour en revenir à ces traditions, les pères, eux, trouvaient ça tout à fait normal. Les hommes étaient dans cette idée que c'était la femme Ah qui allait oui, donner naissance, elle allait revenir avec le bébé. la femme avait le pouvoir d'accoucher. C'était pas. Je pense que c'était vraiment très naturel comme chez les animaux en fait. Dire ah ma femme va accoucher, ben moi je vais continuer à faire mes trucs. Elle part et puis elle reviendra après quoi. La vie continue Et la vie continue quoi. avec ce nouvel Ouais ouais invité. ouais. Vraiment il y a quelque chose de très
il y a une considération pour la vie qui est autre, quoi. Je vois, j'ai vécu un truc qui, dans mon regard occidental, est un peu traumatisant, c'est qu'on a été tuer un cochon. On m'a demandé de le tenir pendant qu'on l'égorgeait, quoi, tu vois. Mais bon, pour mes oncles et cousins, c'était tout à fait normal. Et il y avait avec nous un enfant de 8 ans qui disait, ah ben attends, moi je veux le faire, je veux tuer le cochon. Alors que moi, j'étais là rien qu'à tenir les pieds du cochon, je me sentais un peu traumatisé parce qu'on allait enlever la vie à un être. Là où pour cet enfant, bah, c'était juste, ah, bah, c'est normal, on va manger, donc il faut tuer un cochon, quoi. Et j'ai l'impression que l'accouchement, à un moment, c'était aussi un peu comme ça. Pas, enfin, normal, quoi. Ça faisait La vie partie et de la la vie. mort, c'est la Oui, vie et la mort, quoi. c'est ça. Si on donne la vie normalement, et on prend la vie normalement, parce que ça fait partie de la vie aussi, quoi. C'était... Donc il n'y avait rien de sacré particulièrement. C'était pas un moment ni magique ni horrible pour eux. C'est juste c'est la vie, on accouche et on tue pour manger, quoi. Et c'est... C'est très intéressant ce rapprochement, Voilà. effectivement. Là où moi, effectivement, quand je vois un accouchement, moi je vois quelque chose qui me met des étincelles des yeux, quelque chose d'absolument formidable et de magique. Et si je vois quelqu'un mourir ou se faire tuer, ça va être quelque chose d'absolument horrible. Et bah là, j'ai l'impression que voilà, c'est Jacques Brel qui disait, hein, on parle de la mort, il te parle de la mort comme il parle d'un fruit, ou Oui, d'un puits, pardon. oui, 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 oui. Voilà, c'est un peu ça, quoi. L'accouchement et la mort, c'est quelque chose de naturel, quoi. Et aujourd'hui, les marquisiens que tu connais ont une approche de la mort, justement, parce que on dit bien que la naissance et la mort sont en fait très très liées. Ouais. Est-ce que les marquisiens semblent avoir une approche différente de celle qu'on a l'habitude de voir en France, par exemple? En fait, ils sont quand même très catholiques, hein, ils sont chrétiens. Ah oui, c'est vrai. Ce qui font qu'ils ont quand même une grille de lecture assez occidentale, mais une chrétienté plus joyeuse quand même. Il suffit d'aller voir la messe, c'est beaucoup plus de chant, mais il y a quand même ce truc de c'est ma faute, c'est ma très grande faute, quoi, hein, qui fait que ça reste assez duel, quoi. Mm. Oui, une vision chrétienne apprise à Ouais, l'école, etc. ouais, ouais. Mais prise quand même plus au sérieux qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, tu vois que quand t'es chrétien, c'est presque mal vu, quoi, quelque part. D'avoir une croyance déjà, Oui, de ne oui, pas être athée. oui. C'est déjà presque mal vu. Ici, c'est très normal d'être chrétien. C'est normal de prier, c'est normal de faire la prière à table, c'est normal voilà, de faire la prière le soir. Là, je redécouvre ça avec ma famille ici, hein. Même, voilà, j'ai soigné un oncle hier, il me dit, attends, je fais ma prière d'abord. Avant de manger, tout le monde fait la prière. Avant de se coucher, on s'est tous rassemblés et il y a eu des récitations de prière. Donc le sacré est là, C'est ça. mais le sacré à la mode catholique, quoi. Oui, c'est ça. Mm. C'est ça. Ils ont gardé ce contact avec ce monde Ouais, dont certainement ils étaient beaucoup plus proches que des gens enfoncés dans le matérialisme. ouais, ouais, Ils l'ont gardé, mais et puis ils l'ont adapté ouais, ouais. à la chrétienté. Il n'y a pas du tout ce côté ridiculisé de du mystère, quoi. C'est Mm. ça. Un mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Eh ben, faites des enfants. Faites des enfants, soyez heureux avec eux et rendez-les heureux, quoi. Ouais.